Je suis l'arrière-arrière-petite-fille de Marie Leroy et Paul de Corteville. C'est en revenant dans la maison familiale, au cœur du village de Chouilly, que je découvre dans le grenier ce coffre. À l'intérieur, j'y trouve cette vieille mallette appartenant à ma trisaïeule, avec plusieurs objets dedans, dont la photo de sa tante, une annonce d'emploi et son journal intime. En juillet 1918, les Alliés font une percée victorieuse. C'est dans ces circonstances que l'officier Marius de Corteville est grièvement blessé et contracte la grippe espagnole. Alors même que l'opulent propriétaire du domaine du Paradis en réchappe, avec quelques petites séquelles, son entourage s'empresse 3 mois plus tard d'annoncer que cette pandémie est à l'origine de sa mort singulière. Je t'ai pas montré. Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est quoi ça? C'est le journal intime d'une de mes ancêtres qui a vécu ici. Et regarde ce qu'elle a écrit. Nous sommes le 10 novembre, la veille de la signature de l'armistice de la guerre 14-18. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'enterrement du maître vigneron. Le temps est orageux, il a plu toute la semaine. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une libération. Il fut un homme nanti et odieux. Les funérailles ne se déroulent pas de manière conventionnelle, mais bizarrement, comme un dernier pied de nez. C'est fou cette histoire.
Alors, on continuerait pas ces bouquins-là de tes ancêtres? Bah, pourquoi pas. C'est le début du mois d'août. Je suis en route pour le domaine du paradis. Lorsque je descends de la diligence, je croise 3 paysannes endimanchées. Je leur demande le chemin à suivre. La plus élancée m'indique la direction. Après m'être retournée pour les remercier, j'aperçois que l'une d'entre elles se signe et qu'une autre secoue étrangement la tête. Je ne peux y prêter attention, même si du haut de mes 18 ans, je me sais vulnérable. Depuis une semaine, je suis sans famille et sans toit. Émilienne, la sœur cadette de ma maman, vient de succomber à une pneumonie. Elle m'avait recueillie et élevée au décès de mes parents. Elle avait été une femme généreuse et formidable. Mon chagrin est immense, car je l'avais aimée comme ma propre mère. Au loin, j'entends sonner l'Angélus. Il doit être un peu plus de midi. J'avais répondu à une petite annonce du journal local. Le domaine du paradis cherchait une femme de chambre. Je n'ai jamais entendu parler de ce domaine. Je sais seulement qu'il est situé au milieu des vignes, sur le coteau du Mandement. J'ai avec moi tout ce qui m'appartient. Sous mes jupes, j'ai dissimulé le peu d'argent que j'ai hérité de mes parents disparus. En pénétrant dans le vignoble, je suis dans mes pensées. Quand soudain, un chien au regard rassurant et plein de tendresse vient à ma rencontre. Oh, je ne me sens nullement en danger. Il me renifle et pose délicatement sa tête sur mes genoux. Puis il me fait comprendre que je dois poursuivre mon chemin. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme sort d'une allée de vigne. Il s'avance vers moi et me demande où je vais. Je lui réponds « Au domaine du paradis ». Gentiment, il saisit ma valise et m'invite à le suivre. Nous marchons 5 bonnes minutes, sans échanger un mot. Son accoutrement et sa timidité me laissent penser qu'il est ouvrier viticole. Mon arrivée a dû être annoncée, car à peine ai-je franchi le portail que je découvre une terrasse très animée, devant une belle et vaste demeure. À la manière dont le jeune homme est salué,
Je comprends qu'il est l'héritier du domaine. Deux femmes sont attablées. Il doit s'agir de la maîtresse de maison, restée assise, et de sa gouvernante qui s'adresse à moi. Comment tu t'appelles, ma petite? Je m'appelle Marie Leroy. La semaine a connu de forts orages. Les averses ont été intenses et les sols sont encore gorgés d'eau. L'attitude violente avec laquelle le maître des lieux insulta le chien m'effraya. Je vais chercher le maître. Je l'aperçois sortir des communs. Apparemment de mauvaise humeur. Avec sa canne, il rabroue le chien. Bon. C'est vous la nouvelle? Comme un officier militaire qui fait son inspection, il me dévisage de bas en haut. Je lui tends la lettre dans laquelle il m'avait confirmé la date de mon arrivée au domaine. Sans égard, il me la prend des mains. C'est la première fois qu'un homme me déshabille du regard. Vous pouvez rentrer. Avec autant d'insistance. Sur le seuil de la porte, le maître abat brusquement sa main sur ma fesse gauche. Resté en embuscade, le fils a envoyé une pierre valdinguer et s'en est allé se calmer dans la vigne.
Plusieurs années se sont écoulées. Je me sens bien au service de madame, même si celle-ci est parfois rude avec son personnel. Je m'occupe de son linge avec la gouvernante Augustine, qui va bientôt nous quitter. Je lui fais parfois la lecture, car je suis l'une des seules employées du domaine à avoir été à l'école. Ma vie commence à me plaire, surtout que j'ai acquis la protection de Justin, le chien, et la confiance de Paul, le fils. Mais je sais, je dois me faire aucune illusion. Lui et moi, nous n'appartenons pas au même monde. Progressivement, le mauvais accueil du maître s'estompe de ma mémoire. Gradé dans l'armée, il est habituellement absent. Il fait heureusement de nombreux allers-retours en caserne. Mais mon insouciance se brise le jour où je dois aller chercher du vin à la place de la cuisinière. Marie, je me sens pas bien. Tu pourrais aller chercher des bouteilles. Merci. Alors que je pénètre dans le cellier, je sens tout à coup dans mon dos une présence. Sans crier gare, une imposante corpulence s'abat sur moi. La férocité et la violence de ses gestes me plaquent brutalement au sol. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je suis la proie d'un agresseur dont je reconnais les traits du visage malgré la pénombre. Abasourdi et courbaturé par ce qui vient de se passer, je comprends que mon ignoble maître a lâchement quitté les lieux. Car Justin s'est glissé dans l'entrebâillement de la porte pour me porter secours. Mais trop tard. Le mal est fait. Je suis à terre, échevelée, ma jupe retroussée, mon corsage dégrafé. La honte m'envahit. Oh, ma tante Émilienne m'aurait bien grondée, moi qui n'avais pas su me protéger malgré ses avertissements. Tout à coup, j'entends quelqu'un dévaler l'escalier. C'est Paul, livide. Il a tout compris et m'observe, consterné. Mes esprits retrouvés, je fais une toilette rapide et retourne vers la cuisinière. Le chien là qui grattait dehors, regarde. Elle m'apprend que Justin a cherché à ouvrir la porte du cellier. Je ne lui révèle rien. Ce qui s'est passé doit rester secret entre Paul, Justin et moi. Dans 15 jours, nous commençons les vendanges qui se présentent très bien. Donc on aura sûrement un bon vin cette année. Et puis, donc, je compte sur vous. Je vous rappelle que ici, c'est moi, le maître de maison. Alors, c'est clair que vous ne vous asseyez pas avant que je n'arrive. J'espère que c'est clair pour tout le monde et c'est compris par tous. Toujours aussi désagréable.
Le jour de son enterrement, un curieux incident se produit. La manivelle du frein cède et tout le cortège funèbre s'emballe comme pris de panique. Seuls Paul et moi réussissons à escorter le cercueil jusqu'en bas de la pente. La cuisinière et l'aide de camp sont obligés de stopper leur course pour reprendre leur souffle. Même le cheval, surpris par cet épisode insolite, expulse son cretin sur le chemin. Quelques-uns d'entre nous s'en amusent et d'autres, inattentifs, en sont pour leurs frais. Avec les orages de la semaine, la fosse est pleine d'eau. Alors le cercueil se met à flotter comme par magie. Comme il est de coutume, le curé bénit encore une fois le cercueil. Tout chrétien qu'il est, il ne porte pas Marius de Corteville dans son cœur et se réjouit d'observer tous ces visages soulagés. Célestin tente d'enfoncer la bière avec son pied, mais rien n'y fait. Par dépit, il jette la poignée qu'il avait gardée dans sa poche. Libérée, la maîtresse de maison invite tout le monde à boire un verre. Le vieux, il savait vivre, hein, cet abruti. Au vieux, au santé, santé, au départ. Vive l'héritage. Un nouveau départ. Madame et la gouvernante sont radieuses. Paul et Arthur trinquent joyeusement. Je m'étais laissé dire que cet officier avait sauvé la vie du maître lors d'une campagne en Afrique.
Dans quelles circonstances? Personne ne le sait. La cuisinière est aussi apaisée, même si son mari s'adonne à la boisson depuis que leur fils n'est pas revenu de la guerre. Quant à Célestin, le vieux garçon de la ferme, celui-ci raconte malicieusement à qui veut l'entendre que son maître est décédé de la grippe espagnole. Bref, tout ce petit monde revit. Moi la première, car je n'ai plus rien à craindre de la présence de cet odieux personnage. Nous sommes le 5 novembre 1918, 5 jours avant les funérailles de Marius de Corteville. Sur les coups de 6 heures du matin, le caporal Maurice Hacot, affecté au centre radiotélégraphique de la Tour Eiffel, reçoit un message en morse en provenance de Spa en Belgique. L'état-major allemand demande l'armistice. En ce jour béni des dieux, le propriétaire du domaine n'est pas revenu des vignes pour déjeuner. Père! Justin a aussi disparu. Pris d'inquiétude, Paul part à la recherche de son père. Père, mais où il est? Père! Après avoir fouillé tous les recoins de la propriété, Père! il découvre avec effroi le patriarche inanimé et gisant au bord de la route qui mène à la demeure familiale. Il a la gorge béante et ensanglantée. Sans doute molesté une fois de plus, Justin s'était sûrement libéré de l'emprise du maître des lieux et l'avait froidement égorgé, à charge de revanche. Puis, resté aux côtés de sa victime, il avait savouré le plaisir de sa vengeance. Marius de Corteville n'était donc pas mort de la grippe espagnole. La version officielle, beaucoup plus héroïque, accommodait évidemment tout le monde. Les mois passent. Ma silhouette s'affine et je grandis en maturité. Jour après jour, Paul s'enhardit et me fait une cour discrète et courtoise. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Chaque matin, j'ai pour habitude de m'occuper des plantes. Une passion initiée par ma tante à laquelle je m'adonne corps et âme. Témoin de ma sérénité retrouvée, Paul choisit alors ses instants de grâce pour me faire sa demande en mariage. Bien des années après son mariage, ma trisaïeule devenue Marie de Corteville termine son journal ainsi. Lorsque Paul, mon mari, offre un chiot à notre petite fille Agathe, il dévoile enfin son secret refoulé depuis des lustres. Naguère, il avait subtilement dressé Justin contre son père. Et pour se faire pardonner, il avait transformé une partie du domaine viticole en un paradis. Un élevage pour chiens guides d'aveugles.
Voilà mes chers amis, vous connaissez maintenant une petite partie de mon histoire familiale.